Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leur histoire d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Camille. Bonjour Elodie. Camille, tu as 27 ans et tu vis à Lille avec celles que tu appelles tes filoutes. Donc c'est Calypso et Gaïa. Tu es créatrice de robes de mariée. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus sur cette activité professionnelle ? Oui, donc j'ai commencé officiellement en 2021, décembre 2021, où j'ai été immatriculée. Mais mon projet de créer de la robe de mariée date de juste avant le Covid. J'ai développé pendant près de 2 ans un concept de box do it yourself pour faire sa robe de mariée. Et donc 2 ans de recherche pour aller en fait du 34 au 56 au niveau des tailles. Donc une volonté d'inclusivité et ça a pris du temps vu que j'étais toute seule avec mes propres moyens. Voilà, donc un ordinateur vieux de 9 ans à l'époque, donc il fallait se débrouiller en quelque sorte. J'ai voulu aussi faire de la robe de mariée de manière classique, on va dire, du sur-mesure, parce que en fait, ça se rapproche d'une passion que j'ai eue pendant 8 ans qui s'appelle le cosplay. Alors vous allez me dire, toi et potentiellement le public, mais pourquoi le cosplay en fait? Parce que quel est le rapport avec de la robe de mariée? J'y viens. En fait, la robe de mariée, c'est un élément qui est unique en son genre, qui va être porté qu'une fois généralement et qui est propre à la personne qui porte cette robe. Le cosplay, c'était un peu pareil pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, c'était à mes mesures, c'était une image de référence que je trouvais sur internet et du coup, c'était mon interprétation de la chose et il pouvait pas y avoir une copie conforme de mon costume. Ça demande énormément de réflexion, de faire du cosplay parce qu'en fait, on a une vision à 360 parce que généralement on va dire, à l'époque où c'était un peu difficile d'avoir des images de référence, on n'a qu'une seule image qui nous montre qu'un seul profil du costume. Et du coup, il faut imaginer le derrière ou le côté, les détails. Voilà. Donc, ça demande énormément de réflexion. Et j'ai retrouvé ça, en fait, avec la robe de mariée, tout simplement, parce que c'est le côté un peu inédit de la chose. Merci d'avoir fait le lien, d'expliquer comment t'es arrivé du cosplay, la création donc de tes costumes de cosplay à la création des robes de mariée. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le cosplay ? Alors le cosplay, c'est la contraction de costume et playing qui font le mot cosplay. Et ça a été initié par les fans de Star Wars et de Star Trek aux États-Unis. Donc en fait, ils venaient costumés pour voir les avant-premières des films et voir les films au cinéma. Et c'est devenu un mouvement de la pop culture tellement énorme que maintenant, dans le monde entier, il y a des conventions un peu partout. En France, on peut notamment retrouver Japan Expo. Dans le Nord, on a Geek Days. Voilà, donc des événements où oui, c'est la pop culture qui est mise en avant, que ce soit la culture, on va dire, occidentale ou orientale. Parce qu'il y a aussi le Japon qui, au début des années 2000, a trouvé le concept énormément cool, fin 90, début 2000, et ils ont surconsommé ce concept, en fait. Donc, au début, quand tu bascules dans le monde du cosplay, t'as l'impression que c'est japonais à la base, tellement ça pullule, en fait. Mais en vérité, c'est bien américain et ça date des années 80. C'était une passion, le cosplay, plus qu'une activité professionnelle, si je comprends bien. Oui, Ou oui, moi j'ai oui, commencé à 13 OK. ans, donc ça pouvait être professionnel à l'époque. Puis, je revendais je faisais de la vente entre particuliers,
mes costumes. Voilà. Donc, par exemple, je terminais un costume, je le portais et il m'allait plus ou je voulais plus le porter. Je le revendais sur, à l'époque, A Little Market, qui est devenu très vite Etsy. Et c'était la plateforme française d'Etsy, mais ça a été racheté par eux en 2014. Et, et oui, c'était de la vente aux particuliers principalement. Après, j'ai voulu professionnaliser le truc et j'ai fait un business plan et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas d'actualité en fait dans le monde francophone en tout cas. Que les gens n'avaient pas forcément le budget pour des costumes de qualité parce que on peut facilement dépasser les 1000 voire 2000 € pour un beau costume. C'est un investissement, c'est des gens qui passent des heures et des heures. Enfin, on est des fois à plus de 100 heures sur un costume quand on est sur de la qualité avec, par exemple, des broderies ou même de l'imitation d'armure ou même du travail du cuir. Ça débloque en fait des passions, cette activité-là, ce hobby, parce que il y a beaucoup de personnes qui en fait se reconvertissent dans des milieux artistiques alors qu'à la base c'était pas leur tasse de thé, on va dire. Mais ça a galvanisé de ce côté-là. Et du coup maintenant il y a beaucoup de personnes qui font de l'artisanat, qui sont également dans le cosplay, ou en tout cas qui ont commencé par le cosplay et qui en sont à l'artisanat pur maintenant. Et toi, c'est ce qui t'a amené vers la création de, robes de mariée et si je comprends bien, ça veut dire que tout de suite après tes études, tu t'es lancée, directement en tant qu'entrepreneur? Alors pas totalement directement. Il y a eu une période de battement, je vais dire, parce que j'ai fait du coup un bac+3, enfin un équivalent de bac+3. Donc j'ai fait un BTS métier de la mode et du vêtement, ensuite un bac art appliqué. Et j'ai fait une année supplémentaire constituée de 2 stages en fait et d'un projet professionnel à rendre. Suite à ça, le monde du travail, donc on va dire à partir de septembre 2017, le monde du travail, et j'ai eu un CDD dans le métier, enfin dans le monde de la mode, mais après très difficile de trouver sa place. Il y a peu d'ouverture de postes. Généralement, on demande un profil senior de au moins 5 ans sur un même poste quand c'était des ouvertures de postes. Donc assez compliqué comme écosystème à vraiment intégrer. Voilà, si on n'a pas déjà le pied dedans en fait, ou les contacts. Et donc j'ai pas honte de le dire, je me suis retrouvée à Burger King à vendre des burgers pendant un moment. Enfin un moment, 2 mois. Et j'ai voulu reprendre des études à ce moment-là de psychologie parce que j'ai deux grands amours dans ma vie, c'est la mode et les sciences humaines, la psychologie notamment. J'ai été à l'université de Lille et à l'université de Lille, il y a un dispositif qui s'appelle Pépite, Pépite Entrepreneur. Et en fait, c'est un dispositif pour aider les jeunes entrepreneurs qui sont étudiants à entreprendre. Et en fait, un jour, en sortant de cours, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir ce que c'est. Ça m'intrigue. Il y avait déjà eu des prémices de volonté entrepreneuriale de ma part, mais c'était pas du tout constitué. Je m'occupais plus de la fonction esthétique des étiquettes que de vraiment calculer le prix. Il y avait déjà des problèmes de ce côté-là, en fait. Donc, en fait, je me suis dit, bah, quitte à partir là-dedans et m'y intéresser, autant le faire avec potentiellement des professionnels qui peuvent me mentorer, euh, et, euh, et oui, avoir un suivi, en fait. Ce que proposait Pépite. Donc j'ai commencé le suivi avec un mentor et j'ai fait un incubateur qui s'appelle le Pépite Starter, qui n'existe plus maintenant si je dis pas de bêtises. Et cet incubateur, c'était juste avant le Covid. Et du coup, c'est là où en fait j'ai pris ma volonté de faire des costumes et je l'ai itéré en volonté de faire de la robe de mariée.
un beau parcours. Du coup, Oui, plein de rebondissements et plein d'envies, et ouais, c'est pas c'est cool fini. et c'est et ce n'est pas fini, tout à Ouais, fait. Je trouve ça chouette et hyper courageux de te lancer, enfin, d'entreprendre en sortant des études. Tout le monde ne fait pas ce choix, donc bravo. merci. La robe de mariée, on imagine que c'est un univers qui est quand même très, très féminin Mmh. et tu as choisi de nous parler d'un événement où tu as bénéficié vraiment d'un énorme élan collectif de sororité. Avant de rentrer dans le détail, on va commencer par la question que j'aime bien. C'est quoi pour toi la sororité? Quelle est ta définition? Alors, la sororité, je vois ça comme, de la bienveillance pure, un regard doux, en fait. Généralement, je fais une petite aparté, généralement quand je photographie maintenant, parce que suite à cette histoire-là, maintenant c'est moi qui photographie les personnes. D'accord. Je dis à mes mannequins quand je fais des photos de groupe où elles sont 3 maximum, heu, je leur dis, «Vous êtes des dryades, vous êtes des nymphes, la sororité, tout ça, des sorcières», voilà. En fait, pour moi, la sororité, c'est, un peu le féminin sacré, je dirais. C'est, le féminin à l'état pur, c'est le regard doux que peut avoir une fille, une mère, une grand-mère, et c'est ce que j'ai vécu. Donc voilà. Alors quel est justement cet événement, spécial que tu as vécu? Alors, j'ai eu le projet extrêmement ambitieux en octobre 2021 d'organiser un shooting, photo pour ma collection de, box do it yourself, et en fait, cette box, je l'ai développée en 6 modèles. Donc il y a 6 noms de robes différents qui sont inspirés de l'univers, elfique, Tolkien, et du coup, ça fait 6 robes, taille standard, donc du 34 au 44, et taille grande taille du 46 au 56. Au total, ça fait 12 modèles. 12 modèles. Donc, il a fallu que je trouve 12 personnes pour porter ces robes, plus une maquilleuse, plus une helpeuse. Donc, helpeuse, j'entends par là quelqu'un qui m'aide sur l'organisation complète du shooting. Donc, notamment, elle faisait le relais euh, pour accueillir les personnes chez moi, et elle faisait également la coiffure, et une photographe qui, petite anecdote, est un homonyme. Voilà, elle porte le même nom de famille que moi, mais on n'est pas du tout liés, visiblement par, un quelconque lien de parenté. Donc c'était, assez, comique, et je l'ai, notamment choisi pour ça. Enfin, j'ai quitte à choisir quelqu'un, je me suis dit: «Mmh, allez, on y va», et donc gérer 15 personnes, 15 femmes, pour cette organisation de shooting, parce que, étant moi-même grande taille, j'ai trouvé que c'était intéressant, que je sois également mannequin pour cette gamme-là, pour montrer que, bah, je crois en mon produit, et cetera, et en fait, du coup, j'étais à la fois au moulin et au champ. Donc il a fallu que, parfois je délègue, parfois je laisse passer des choses, parfois je ne laisse pas passer des choses. C'était une journée quand même un peu chaotique, mais en fait, autour de moi, j'ai peu de d'amis sur qui compter réellement. Je les compte sur les doigts d'une main, généralement, et là, de voir ma famille a contribué au projet sur 3 générations. Mes amis, qui faisaient également du cosplay avant, ont contribué. Une amie qui était au lycée avec moi a accepté. Hem, il y avait aussi, une amie de ma mère et sa sœur. Voilà, donc ça fait, du beau monde, en fait, au final, et oui, 3 générations, ma famille, donc ma sœur, ma mère et ma grand-mère, ont contribué, parce que, je voulais représenter aussi tous les âges, parce que tout le monde peut se marier à n'importe quel âge
ou se remarier ou faire un renouvellement de vœux. Donc l'idée, c'était vraiment d'illustrer ça et ça a plutôt réussi. Il y avait qu'une seule personne que je ne connaissais pas d'avant qui s'est greffée au groupe. Toutes ces femmes, elles sont venues participer à ton shooting bénévolement. Alors la personne que je ne connaissais pas, elle n'a pas été bénévole et l'amie du lycée n'a pas été bénévole non plus. Sinon, toutes les autres, sur 12, il y en a quand même 10 qui ont été bénévoles. Ce que j'entends dans la façon dont tu as raconté cet événement, c'est 2 fois inclusif, c'est-à-dire aussi bien en termes d'âge que en termes de taille. Et c'est une thématique qui est importante pour toi? Oui, c'est important parce que dans le monde de la mode, même si ça tend à s'améliorer maintenant avec les sujets de body positive, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très nébuleux autour de la grande taille et notamment de la forme. Généralement, enfin c'est un peu cliché, mais les marques grande taille vont pas forcément bien taillés au niveau des proportions, ne vont pas être forcément, enfin, quand on le voit sur le cintre, voilà, ça peut potentiellement être joli, même si généralement ça ressemble à un sac à patates. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais c'est pas forcément des choses qui vont valoriser le corps de la femme, notamment la femme grande taille. Moi, j'ai fait, c'est pour ça que ça a pris du temps, c'est que j'ai cherché à faire ce qu'on appelle une gradation dans le jargon, c'est-à-dire à faire une normalisation des tailles. C'est une harmonie qui est recherchée au niveau du style, c'est-à-dire qu'un taille 34 et un taille 44 sont tous les deux harmonieux. Et ça, c'était vraiment un point d'honneur auquel je ne voulais pas déroger. Ça veut dire que la taille 36 ressemble visuellement à la taille 44 et que en termes de look, je sais pas si on peut dire ça, ou de design, est-ce que c'est ça ce que tu veux dire, ou c'est que ça va habiller aussi joliment une femme qu'elle fasse du 36 ou du 44? La deuxième, ça va habiller aussi joliment. D'accord. En fait, les proportions vont pas forcément être les mêmes parce que, ben voilà, il y a des écarts de taille forcément et l'idée c'est d'avoir les belles courbes qui restent sur les modèles. Donc que ce soit un modèle près du corps, voir les courbes, que ce soit un modèle ample, suffisamment d'amplitude pour que ce soit aussi beau sur le petit modèle que sur le grand modèle. Voilà. Donc c'est une recherche de mécanique c'est des maths hein, mais c'est une recherche de mécanique à faire, mécanique mentale pour bien calculer les choses et se faire une bonne représentation d'abord en 2D pour après avoir le résultat final en 3D. Donc ça demande du travail et il fallait d'abord que je développe toute la partie taille standard, donc le taille 40 principalement, et que je vois que le 34 et le 44 correspondaient bien et étaient corrects pour pouvoir bifurquer sur les grandes tailles. C'était technique, je sais. Aucun problème. Merci pour justement pour ces détails techniques qui plairont à ceux qui s'y connaissent. Moi, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir au niveau de la sororité et de l'inclusivité. Il y a un lien qui est fort entre habiller des femmes, quelle que soit leur taille, et pour qu'elles aient une robe unique pour l'un des plus beaux jours de leur vie. Pour moi, c'est ce que toi tu apportes à la sororité, d'habiller toutes les femmes pour ce moment, cet événement unique dans leur vie, en fait. Oui, complètement. En fait, j'ai vu une corrélation au niveau des chiffres sur la précarité de la personne, son sexe et son niveau de surpoids. Et donc, généralement, c'est des femmes qui sont précaires, qui sont plus souvent obèses.
Donc ça, c'est quand même fou parce qu'on se dit, la personne n'a pas forcément les moyens, ceci, cela, voilà, de peut-être dépenser, enfin, tout des clichés. Mais c'est quand même fou de se dire que en fait, il n'y a pas de produit pour ces femmes-là. Parce que tout ce qui est, on va dire, entrée de gamme, ça va aller jusque quoi? Jusqu'au 44 maximum, généralement 42 dans les magasins. Pour qu'une personne, donc clairement on va prendre mon exemple dans ma situation financière, pour qu'une personne puisse, moi, si j'ai la volonté de me marier, ben en fait j'ai que deux choix, soit passer par un sous-traitant chinois, type Wish, AliExpress, voilà, ou alors faire sur mesure. Mais si la personne est dans une situation précaire, elle ne peut pas se permettre du sur mesure en fait. Donc l'idée de cette box, c'était que la personne puisse s'offrir du sur-mesure à un prix clairement dérisoire par rapport au sur-mesure. Généralement, les personnes qui sont enfin, il y a une corrélation entre les personnes qui vont essayer de faire leur garde-robe et également le poids. Si en fait dans le quotidien, les personnes grande taille comme moi, nous sommes amenées à devoir faire notre garde-robe, on est plus susceptible de faire notre propre robe de mariée en fait, tout simplement. Donc la réflexion est venue comme ça et je rebondis aussi sur l'inclusivité parce que on a oublié de préciser toutes les deux, mais aussi je tenais à avoir de l'inclusivité ethnique dans mes photos. C'était important aussi de représenter différentes ethnies, voilà. Donc il y a des caucasiennes, des afrodescendants, voilà. C'était le but. Donc dans le shooting, dans ce bel événement que tu as organisé, c'est pas que des femmes blanches, c'est bien Voilà, ça que je c'est comprends ça, quoi. Ouais, voilà, il y c'est a une ça. représentation ethnique diversifiée. Ok, t'as bien fait de le préciser et de refaire le lien avec cet événement. Merci. Ça va me permettre de continuer du coup à te poser des questions à ce Oui. sujet. Toutes ces femmes, à ton avis, pourquoi elles se sont mobilisées pour toi? Qu'est-ce qui les a fait venir? Parce que c'est pas une contrepartie. On l'a dit tout à l'heure, il y a 10 personnes qui sont venues bénévolement. Pourquoi? Ma sœur parce que je l'ai un peu obligée. Ma mère parce que j'avais besoin de représentation grande taille, pareil pour ma grand-mère, donc elles ont accepté sans souci. Les copines, en fait, c'était un jeu de toujours faire des photos. Donc vu qu'elles étaient dans leur période, on fait des photos en cosplay, on fait des photos un peu plus en civil, comme nous on appelle ça. Je pense qu'elles ont accepté pour avoir également des photos. Voilà. Même si je les ai pas vues utiliser les photos sur leurs réseaux sociaux. Mais ou alors peut-être par après c'est des suppositions, par élan de bonté, de sororité, Bah, voilà, j'imagine. enfin peut-être, hein, j'avoue que j'ai pas fait un micro-trottoir en disant: «Bon alors, pourquoi tu as voulu contribuer à mon projet?» C'est génial. Du coup, ça veut dire qu'elles sont venues spontanément, que t'as pas eu besoin de les convaincre. Elles sont venues parce que ce sont tes amies, parce que c'est ta famille et qu'elles avaient envie Alors il de participer à ce beau projet, de mes j'imagine. souvenirs, il y en a une qui était pas très chaude, mais elle a accepté vraiment pour moi. Elle a dit: «Vraiment, je fais cet effort pour toi». Parce que, en fait, c'est, lié à son histoire personnelle sûrement. Elle était pas du tout à l'aise avec, le produit, en fait, la robe de mariée. Voilà, donc et je respecte le fait que, voilà, elle était pas à l'aise. Elle a fait un énorme effort pour moi, mais enfin, je le retiens, quoi. L'ancienne collègue slash amie de ma mère et sa sœur, elles ont accepté, déjà parce qu'en fait, cette amie s'était mariée 1 an plus tôt et elle m'a dit: «Franchement, si j'avais su que tu faisais ça, j'aurais attendu pour, l'avoir». Donc en fait, c'est vraiment que le produit, pouvait intéresser même des bourses un peu plus aisées, en fait. Elle trouvait que le produit avait du sens et aussi, ben,
c'est un défi pour des femmes dans la petite cinquantaine de vouloir se trouver belle devant un appareil photo, d'être mise en valeur, d'être maquillée, d'être chouchoutée aussi, parce qu'en fait c'était ce que je proposais dans le shooting, c'était qu'on s'occupait du maquillage, potentiellement des cheveux et tout, et que on faisait une mise en beauté. Et que après il y avait la tenue, on pose, voilà, se mettre peut-être dans une situation qui est pas commune pour toutes les deux en fait. Je vais préciser aussi un petit truc, c'est que ma grand-mère venait de se faire opérer. On lui avait dit qu'il fallait peut-être qu'elle attende après le shooting pour se faire opérer, mais tête de mule qu'elle est, elle s'est fait opérer avant. Et du coup, elle était avec son pansement et elle a quand même tenu le shooting. Elle était censée être alitée, mais grand-mère têtue qu'elle est, voilà. Elle a quand même voulu être là. Ok. Oui, elle a quand même Tu voulu. sais, alors, t'as parlé d'une personne qui avait une petite crise de Oui. panique. Sinon, les autres, dans ton souvenir, ou parce que t'en as reparlé avec elle, quel a été le ressenti sur cette journée? Comment elles l'ont vécu? Moi, je me souviens que je les ai remerciées 1000 fois. Elles m'ont dit: «Mais c'est normal Camille, c'est normal». Donc ça, c'était vraiment, enfin, j'ai très émue en fait de voir qu'en fait, ce que j'attendais d'elles, au final, elles acceptaient pleinement de m'aider en fait. Et elles ont fait des bloopers, donc des têtes rigolotes sur certaines photos et tout. Même celle qui a eu un moment de panique, après, elle se sentait bien. Enfin, elle était dans son délire, elle s'est amusée et tout à la fin. Voilà. C'est juste la préparation, l'avant, ça l'a un peu angoissée. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était une très très bonne journée. Tout le monde était content, enfin, contente. Et et oui, on a bien profité. Après, il y a des choses que je referais, mais sur l'ambiance et les personnes à choisir, je changerais pas grand-chose. Potentiellement, la personne qui venait de nulle part, je pense que j'aurais pas collaboré avec elle. Mais voilà, maintenant c'est fait. Et j'aurais peut-être changé ou de photographe aussi. Mais avec le recul de maintenant, ça va faire 2 ans et demi, voilà. Mais sinon, sur le moment, j'étais hyper heureuse du résultat. J'en revenais pas d'avoir orchestré ça. Moi, prendre les rênes d'un truc pareil, c'était vraiment un effort surhumain presque. Mais ça a porté ses fruits. Ouais, ça a montré que tu savais faire preuve de leadership finalement, alors que peut-être tu t'en savais pas capable. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté d'autres choses? Ben, clairement, au niveau du regard critique, lors d'un shooting notamment, ça m'a apporté énormément parce que c'est maintenant je suis plus à la fois actrice et photographe. Au lieu d'être au moulin et au champ, je suis que au moulin. Voilà. Est-ce que vous reparlez de ce shooting avec les personnes qui y ont participé? On en a reparlé au moment de la livraison des photos. Alors avec Léa notamment, ma helpeuse qui est également une de mes mannequins, on en parle en rigolant généralement parce que l'organisation avait été quand même assez chaotique ce jour-là. Donc on en parle de ce point de vue-là en fait, de l'organisation qui était vraiment je jonglais. Clairement, c'était je jongle. Mais je jongle pas à 3 balles, hein, je jongle à 18 balles. Voilà. Donc voilà. Mais oui, on en reparle, mais c'est, allez, 1 fois, 2 fois par an, même pas. Les amies qui ont contribué à tout ça, elles étaient, je pense, contentes de m'avoir aidée et d'avoir vu que j'étais satisfaite, en fait, du résultat. Après, Ouais. c'est mon ressenti par rapport à la situation, forcément. Mais Oui.
Mais tu as le sentiment d'avoir bénéficié d'un énorme élan de sororité Complètement, et je pense que c'est évidemment le cas, ouais. complètement. Voilà, parce que Tu viens de parler de la livraison des oui, photos. La livraison des photos, ça a été un événement aussi en tant que tel? Vous vous êtes réunis pour participer à cette livraison ou pas forcément? non, la livraison a été très classique, voire banale. J'ai reçu les photos, OK. par la photographe, une galerie à télécharger, donc je télécharge toute la galerie. Sur le moment, en fait, je suis un peu mi-figue mi-raisin parce que les photos sont très belles, mais je sais pas, j'ai comme un goût de d'inachevé ou quelque chose du genre. Je pense que c'est le temps de me dire: «Ce projet est enfin terminé. Tu as mis 2 ans de ta vie dessus et c'est enfin terminé». Est-ce que tu aimerais dire un dernier mot à ces femmes qui t'ont soutenu et qui te soutiennent certainement encore aujourd'hui dans ton activité entrepreneuriale? Merci, merci du fond du cœur parce que sans vous, il y aurait rien eu de possible. J'aurais pas lancé mon projet, j'aurais pas eu les financements que j'ai pu avoir, par la suite. J'aurais pas, la résilience que j'ai aujourd'hui sur certains sujets. J'en ressors grandie, en fait, de cet épisode-là. Donc, je pense qu'il a fallu que je vive cet épisode-là pour me forger en tant qu'entrepreneur et voir, si confrontée au monde réel, mon produit. Elles ont contribué, en fait, à ça et à la potentielle réussite, je croise les doigts, de ce projet. Tu as partagé, les façons de te trouver, sur, internet et sur Etsy tout à l'heure. Tu as aussi un compte Instagram? Oui, j'ai un compte Instagram et du coup, c'est Sambre-du-8 de-du-8 lavande. OK, super. Merci beaucoup Camille. Merci à toi, Élodie. C'était l'épisode 23 du podcast Gang de copines, un épisode spécial où on ne s'est pas concentré juste sur une amitié spécifique, mais sur un élan de sororité, celui dont a bénéficié Camille. On a abordé de nombreux sujets, le corps des femmes, l'inclusivité, les relations familiales, amicales, l'entraide, les multiples casquettes de l'entrepreneur. J'ai bien aimé aussi que Camille nous dévoile les coulisses de son activité, les défis qu'elle rencontre au quotidien et qu'elle nous partage sa vision du milieu de la mode. Si toi aussi tu aimes ce podcast, il y a plein d'options pour le soutenir. Déjà, tu peux écouter les autres épisodes sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. Et d'ailleurs, sur Apple Podcast, tu peux ajouter un commentaire pour expliquer pourquoi tu écoutes Gang de copines. Tu peux suivre le gang sur YouTube et Instagram. Les comptes c'est Gang de copines podcast et pote, ça s'écrit comme une pote. J'ai aussi une page Tipeee où tu peux rémunérer mon travail de façon ponctuelle ou régulière. Et si tu es à la recherche d'une professionnelle de la communication pour des missions de rédaction ou de conseil, tu retrouveras mes services sur elodie-paro.fr. Paro, ça s'écrit P-A-R-O-T. À bientôt!